Bonjour et bienvenue à tous pour ces nouveaux éphémérides du ciel du mois d'avril 2022, donc sur notre chaîne Astronature 49. Alors ce mois-ci, en compagnie de Mathieu, donc notre astronome amateur du 49, nous allons ainsi vous détailler plusieurs événements. Et dans un second temps, nous commenterons l'activité du Soleil alors à travers une photo, la photo du Soleil du mois. Et bien sûr, nous détaillerons aussi la visibilité de chaque planète du système solaire, sans oublier bien sûr la Lune. Alors, pour commencer, nous allons tout de suite partir sur le 5 avril. Et le 5 avril, c'est pour une étoile achetée, deux planètes offertes, puisque le temps d'une matinée, les deux planètes, Mars et Saturne, s'assemblent pour ne former plus qu'une étoile à l'œil nu. Alors Mathieu, peux-tu nous en dire un peu plus sur cette conjonction? Oui, alors donc c'est une conjonction qui est intéressante, tout au moins sur le papier, puisque c'est une conjonction qui va avoir un écart de 0,3 degrés entre les deux planètes. Alors 0,3 degrés, ça correspond, pour ceux qui raisonnent en termes de minutes d'arc, à 20 minutes d'arc. Alors 20 minutes d'arc, pour prendre un point de comparaison, le diamètre apparent de la planète Vénus lorsqu'elle se situe au plus proche de la Terre, vu au télescope, il est d'environ 1 minute d'arc. Donc 20 minutes d'arc, c'est à peine 20 fois plus gros, 20 fois plus important que le diamètre apparent de Vénus. Alors ça va se passer bas sur l'horizon sud-est, 1 heure avant le lever du soleil. Et c'est là où malheureusement l'événement ne va être intéressant en fait quasiment que sur le papier. Parce que en fait, ça va être difficile à observer, il va falloir un horizon dégagé, tout au moins du côté sud-est, et puis ça va se passer relativement peu de temps avant le lever du soleil. Donc vous aurez déjà très certainement une aube naissante qui sera en train d'illuminer, qui commencera à illuminer un peu le ciel. Alors, Vénus servira de repère de base pour observer cette conjonction, puisqu'en fait, les deux planètes Saturne et Mars se situeront à gauche de Vénus. Le problème, c'est que les deux planètes s'équivaleront en termes de luminosité, hein, Mars et Saturne. Le problème, c'est que leur luminosité est relativement basse. La magnitude est de plus 1. Alors, plus 1, c'est brillant à condition que votre ciel soit bien noir. Lorsque le ciel est déjà un petit peu plus lumineux, voire laiteux, la magnitude plus 1 commence déjà à se révéler un petit peu plus difficile d'accès. D'où l'intérêt de commencer les observations au moins 1 heure avant le lever du soleil. Voilà. Alors, pour préciser un petit peu comment vont se positionner les deux objets, c'est Saturne qui sera au-dessus de Mars visuellement. Alors l'intérêt au télescope sera d'obtenir un bon grossissement sans les perdre de champ. Vous pourrez détailler les deux planètes, mais là encore, il n'y aura pas de miracle puisque Mars sera très éloigné de nous, donc vous donnera un diamètre apparent très petit, donc vous n'aurez pratiquement aucun détail de surface. Quant à Saturne, à part ses anneaux, c'est tout ce que vous pourrez voir. Là encore, dans les meilleures conditions, de toute façon, vous aurez toujours un reste de turbulence puisque nous sommes bas sur l'horizon. Donc, une image qui sera de toute manière au moins légèrement dégradée. D'accord, donc voilà ce qu'on peut dire sur cette observation possible ce mois-ci, donc ce mois d'avril. Et le deuxième événement dont on va parler maintenant, c'est le 18. Et on peut tenter de dégoter donc Uranus qui sera blotti près de la planète Mercure au crépuscule. Alors, comment on peut s'y prendre, Mathieu, pour cette observation? Alors là, c'est une observation un cran supérieur en termes de difficulté par rapport à la précédente dont nous venons de parler. Alors ça va se passer là encore bas sur l'horizon ouest-nord-ouest. Il faudra observer cette fois-ci environ 1 heure après le coucher du soleil. Sauf que là,
Autant Mercure, ça va pas être trop compliqué normalement, à défaut visuellement, eh bien au moins avec une paire de jumelles ou aux instruments. Par contre, Uranus, ça va être une autre paire de manches. Là, l'écart est totalement différent en termes de luminosité, puisqu'en fait, on a un écart de 7 magnitudes. C'est abyssal, pour ainsi dire. Uranus sera d'environ plus 6 de magnitude, alors que Mercure eh bien, sera aux alentours de moins 1, donc sera légèrement négative. Alors, déjà, Mercure est plutôt difficile à observer à l'œil nu, hein, malgré sa magnitude négative de moins 1, puisque bon, on a encore quelques lueurs, même 1 heure après le coucher du soleil, surtout sur cet horizon ouest-nord-ouest, puisqu'on rappelle que c'est l'horizon où se couche le soleil à cette saison, au mois d'avril. Donc voilà, alors bon, si vous n'y arrivez pas visuellement, ne paniquez pas, c'est pas grave, c'est presque normal, j'ai envie de dire. Dans ce cas-là, aidez-vous d'une paire de jumelles, tout au moins pour repérer Mercure. Et puis, si vous avez la possibilité d'utiliser un télescope, ce sera encore mieux pour la repérer. Voilà, donc, alors, Mercure, en fait, elle est 500 fois plus lumineuse qu'Uranus. On l'a dit, hein, cette magnitude d'écart, ça correspond à 500 fois de proportion. Alors, Uranus, elle, sera forcément d'autant moins repérable à l'œil nu. Donc, au télescope, ça va être même compliqué. Même avec sa magnitude plus 6, eh bien, Mercure, lorsque vous l'observez, lorsque le ciel est bien noir, il n'y a aucun problème. Par contre, là encore, dans les lueurs du crépuscule, ça va être autre chose. Alors, prévoyez de rester donc à faible grossissement sur un instrument à courte focale pour garder un champ large. On rappelle que cette conjonction-là sera quand même un petit peu moins intéressante que celle de Mercure et Saturne 2 semaines auparavant, puisque en fait là, eh bien, les deux planètes vont rester entre 2 et 3 degrés d'écart. Donc c'est entre 6 fois et 8 fois supérieur, entre 6 et 9 fois supérieur à l'écart qui va avoir lieu donc le 5 avril entre Mars et Saturne. D'accord, donc voilà encore une autre conjonction à pouvoir observer ce mois d'avril. Merci Mathieu de nous avoir donné des détails sur celle-ci. Et maintenant, le 22, c'est le seul moment où rester dehors sous la pluie vous fera du bien grâce aux étoiles filantes des Lyrides. Alors, qu'en est-il de ces étoiles filantes, Mathieu? Les Lyrides, c'est un essaim qui est relativement intéressant à observer. Bon, c'est un essaim, un des grands essaims météoritiques du printemps. Il y en a d'autres hein, qui lui volent clairement la vedette. C'est le cas des Géminides au mois de décembre, c'est le cas des Perséides au mois d'août qui sont nettement plus populaires et aussi nettement plus riches en étoiles filantes parce que les Géminides et les Perséides, bon, on table souvent sur plus de 100 météores à l'heure. Dans le cas des Lyrides, on sera plutôt sur du 18 météores par heure. Alors l'avantage des Lyrides, c'est que c'est une pluie météoritique qui, à ma connaissance, hein, j'espère ne pas me tromper, est relativement instable. C'est-à-dire que bon, il y a certaines années où vous n'avez que quelques étoiles filantes par heure, et puis il y a d'autres années où la pluie se transforme en véritable averse et vous avez plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines de météores par heure. Voilà, c'est ce qui est arrivé en tous les cas au cours de l'histoire. Alors, le problème dans l'observation des étoiles filantes, c'est toujours le même. Alors, d'une part, c'est d'avoir un radian qui soit le plus haut possible dans le ciel, et puis surtout de les observer lors de la période de la nuit la plus noire possible. Donc, il faut conjuguer un petit peu tous ces éléments-là. Se rajoute à ces éléments-là eh bien, le fait que la Lune est aussi un parasite dans cette observation, donc il faudra éviter la Lune. Alors, qu'en est-il justement ce 22 avril 2022 ? Eh bien, la Lune sera dans son dernier quartier. La Lune se lève effectivement à 3 heures du matin. Le problème, eh bien, c'est que le radian de ces Lyrides culmine à
5 heures du matin. Donc, quand je dis culmine, ça veut dire qu'en fait, eh bien, il est quasiment au plus haut dans le ciel, euh, au plus haut dans le ciel, au moment où la nuit est encore bien noire, enfin, dans les derniers moments où la nuit est encore bien noire. Donc, en gros, les derniers moments où vous pouvez observer cette pluie d'étoiles filantes. Le problème, c'est que observer avant 3 heures du matin cette pluie d'étoiles filantes, ça va être compliqué parce que le radian culmine beaucoup trop bas sur l'horizon. Donc, vous allez perdre énormément d'étoiles filantes. Et observer après 5 heures du matin, eh bien, c'est non recommandable puisque eh bien, les premières lueurs de l'aube commencent à pointer le bout de leur nez et donc forcément le ciel commence à s'éclaircir et donc vous allez au moins commencer à perdre les étoiles filantes les moins brillantes. Voilà. Alors, où est le radian? Parce que c'est ça qui est intéressant de repérer. Eh bien, le radian culmine non loin de l'étoile Vega, qui est une étoile très brillante dans le ciel, donc vous la repérerez facilement. Il vous suffit d'une carte du ciel très basique et vous pourrez tout de suite repérer l'étoile Vega. Ce radian-là, eh bien, en réalité, même s'il n'est pas loin de Vega, qui fait partie de la constellation de la Lyre, d'où le nom Lyride, eh bien, en fait, il est officiellement dans la constellation d'Hercule. D'accord, donc voilà ce qu'on veut dire sur cette pluie d'étoiles filantes. Et en tout cas, eh bien, même s'il pleut ce jour-là, eh bien, n'hésitez pas à sortir pour essayer d'admirer quelques étoiles filantes. Le 27, maintenant, nous avons le spectaculaire rapprochement entre la flamboyante Vénus et la glacée Neptune, et cela en pleine journée. Alors, va-t-on pouvoir observer ce rapprochement? Alors là, c'est vraiment la promesse d'un événement et d'un phénomène exceptionnel. Là, c'est la conjonction du mois d'avril. C'est peut-être l'événement à ne pas louper ce mois d'avril. Mais est-il possible de faire autrement? Eh bien, malheureusement, très mauvaise surprise. Est-ce que c'est un poisson d'avril? Je ne l'espère pas, mais en tous les cas, ça en prend bien la tournure. Eh bien, en réalité, ce rapprochement-là ne sera pas observable depuis la France. Pire que cela, enfin, quand je dis le rapprochement ne sera pas observable depuis la France, le rapprochement maximal. On va y revenir tout à l'heure. Mais pire que cela, puisque ce rapprochement va s'effectuer en pleine journée. Donc évidemment, là, on aura peut-être un petit peu l'impression de s'être fait bien avoir sur ce coup-là. Alors, je parlais tout à l'heure du fait que du rapprochement maximal. Alors, à quoi peut-on s'attendre lors du rapprochement maximal? Eh bien, en fait, et c'est là où en fait l'événement est exceptionnel, c'est que les deux planètes vont se rapprocher à environ une vingtaine de secondes d'arc d'écart. Alors, bon, c'est des chiffres qui sont balancés comme ça, mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement 20 secondes d'arc? Eh bien, en fait, 20 secondes d'arc, c'est approximativement le diamètre angulaire de Vénus à ce moment précis. Alors là, Vénus commence à s'éloigner sérieusement de la Terre pour aller même carrément se loger de l'autre côté du Soleil sur son orbite. Et donc, forcément, en s'éloignant de la Terre, la planète rapetisse de plus en plus. Et donc là, on n'est plus du tout sur du 1 minute d'arc, ce qui correspond à 60 secondes d'arc. Mais là, en fait, la planète, elle est 3-4 fois plus petite, 3 fois plus petite que lors de son rapprochement maximal théorique avec la Terre. Alors, ça va se passer à 21h15, heure de Paris. Et là, vous l'avez compris, 21h15, heure de Paris, le Soleil est couché, or Vénus et Neptune vont précéder le Soleil dans sa course. Donc, ça veut dire que eh bien, les deux planètes vont se coucher avant le Soleil. Donc, à 21h15, si l'on considère que le Soleil est déjà couché, eh bien, on peut considérer que Vénus et Neptune, elles le sont déjà depuis bien longtemps. Donc, voilà, encore une belle affaire qui tombe à l'eau. Malgré tout, on va en parler, ne sait-on jamais. Et puis, peut-être a-t-on quelques auditeurs qui sont sur le continent américain. Parce que oui, sur le continent américain, eh bien, à 21h15, à heure de Paris, je le rappelle,
eh bien, il fera encore bien jour. Et puis, les deux planètes seront observables. Alors, théoriquement, puisque autant observer et photographier Vénus en plein jour est plutôt facile à partir du moment où on a un petit peu d'expérience. Bon, il faut évidemment avoir le matériel nécessaire, donc un télescope, une motorisation pour pointer précisément la planète, ce sera un petit peu plus évident. Mais autant Neptune, parce que là, la différence de magnitude est encore plus abyssale que dans le cas de Mercure et Uranus. Dans le cas de Mercure et Uranus, on disait tout à l'heure, on avait une magnitude, enfin, un écart de magnitude de 7. C'est énorme. Là, dans le cas de Vénus et Neptune, Vénus, elle a une magnitude de moins 3, 3,5 environ. Neptune, elle a une magnitude de 8, de plus 8. Ça fait une différence d'environ entre 11 et 12 magnitudes. Donc là, c'est démentiel. Autant Vénus, bon, déjà, elle est assez difficile à repérer en pleine journée, mais c'est possible. La Neptune, par contre, alors, à ma connaissance, je ne connais personne qui a déjà réussi à se lancer le défi et à réussir le défi d'observer Neptune en plein jour avec un instrument, bien évidemment, ou même à la photographie. Donc là, ça va quand même être très, très compliqué, même sur le continent américain. Donc clairement, alors si vous tentez l'observation, eh bien là, c'est des instruments de longue focale qui seront les mieux à même de vous permettre de se lancer dans cette aventure. Alors, défi sportif qui exigera bien évidemment une mise en station excellente si vous souhaitez y aller au go-to, et ce, en s'y préparant à l'avance si vous vous aidiez de la polaire. Et si vous réussissez alors à observer Vénus, eh bien, ce sera déjà très bien pour vous. Si vous réussissez à observer Neptune, eh bien, dans ce cas-là, le mois prochain, dans les éphémérides du mois de mai, n'hésitez pas à nous mettre un petit commentaire pour le signaler. Oui, voilà, c'est ça. Donc, merci Mathieu de nous avoir détaillé cet événement. Donc, à ne pas manquer si vous pouvez voilà, l'observer. Maintenant, pour terminer les événements, nous avons le 29 avril, Mercure qui passe à son élongation est maximale et qui visite l'amas des Pléiades. Alors, peut-on observer ce bel... Oui, alors, donc, ça va se passer bas sur l'horizon ouest-nord-ouest, hein, comme lors de l'événement précédent hein, qui concernait donc Mercure et Uranus. Alors, toujours moins d'une heure après le coucher du soleil. Moins d'une heure parce qu'au-delà d'une heure après le coucher du soleil, eh bien, malheureusement, les deux objets vont se coucher à leur tour. En fait, hein. Les deux objets sont beaucoup trop proches du soleil en ce moment, à ce moment-là, en tous les cas. L'écart entre les deux objets demandera un champ large. Alors, aussi bien en observation visuelle qu'en astrophotographie, donc forcément une courte focale, avec un faible grossissement en visuel. Et en photo, alors en photo, le problème, là, ce sera eh bien, le ciel du crépuscule, qui sera encore relativement lumineux, malheureusement, et qui ne devrait pas vous aider pour obtenir de belles photos contrastées, notamment sur l'amas des Pléiades. Mercure, le planétaire, ça ne dérange pas d'avoir un ciel qui est clair. Par contre, le ciel profond, l'exigence, c'est d'avoir un ciel noir. Là, ça ne sera pas le cas. Donc, si vous voulez faire de l'astrophoto sur cet événement, ça va être assez hardcore. D'accord. Donc, voilà ce qu'on peut dire sur ce bel événement. Maintenant, eh bien, nous allons passer à la deuxième partie de cette émission. Et donc, pour commencer, eh bien, on va donc vous montrer la photo du soleil de ce mois de mars. Et Mathieu, donc, tu vas pouvoir nous résumer avec cette photo l'activité du soleil. Donc. Oui, alors vous en voyez déjà une derrière moi. C'est donc le soleil que j'ai photographié avec le filtre Continuum, toujours le même matériel. Skywatcher, Newton Skywatcher 150 par 750 sur monture HEQ5, non motorisée, je le précise.
pour l'occasion. Alors, avec un appareil photo réflexe, donc un Canon EOS 90D. Voilà, donc après, je vous épargne le reste des paramètres. En tous les cas, le traitement se fait comme à l'habitude, hein, donc PIPP, AutoStacker, Registax, GIMP, enfin, vous connaissez, si vous avez déjà regardé mes tutos, vous savez à peu près comment je procède pour le traitement. Voilà, donc, alors, le but n'est pas de parler trop technique, c'est juste de vous montrer. Alors, vous avez déjà donc une première image qui est donc mon fond d'écran, mais en fait, je vais vous montrer une seconde image qui sera l'image du mois. C'est donc exactement la même image, prise donc cette fois-ci donc avec exactement le même matériel. Il y a juste le filtre qui change. Vous le remarquez d'ailleurs à la couleur. Du vert, on passe au violet. En fait, c'est le filtre Calcium Kaline. L'avantage du filtre Calcium Kaline, c'est que en plus des taches solaires, eh bien, vous avez un boost de contraste au niveau des plages faculaires. Les plages faculaires, c'est quoi? Eh bien, c'est les zones blanches que vous apercevez qui sont principalement localisées soit au bord des limbes, au bord du limbe du soleil, donc sur les côtés du soleil, soit généralement autour des taches solaires que vous voyez en noir. Alors, c'est une photo qui a été prise donc le 29 mars, en début d'après-midi. Alors, vous voyez, il y a pas mal d'activités, hein. Vous voyez des gros noyaux sombres, deux noyaux notamment sont assez imposants. L'un est près du limbe du soleil, l'autre est plus vers le centre. Et en fait, eh bien, le danger ne vient pas de ces noyaux, contre-intuitivement, contrairement à ce que l'on pourrait penser. En fait, il vient alors je vais essayer de vous le montrer avec le doigt, il vient en fait voilà, de cette tache-là qui se situe ici. C'est une tache qui est complètement morcelée, mais qui s'étend sur une superficie qui est quand même assez grande. Alors on pourrait se dire, oui, cette tache, elle est bénigne, elle n'est pas très dangereuse en apparence. Eh bien, détrompez-vous. En fait, cette tache, elle est totalement fissurée et elle était très instable au moment de sa prise de vue, donc à la fin mars, hein, le 29, le 30 et le 31 mars notamment, à tel point qu'elle a lâché deux éruptions notamment, l'une dépassant la classe X 1,3 je crois, et l'autre approchant très près de la classe X, donc de classe M 9,3, enfin quelque chose comme ça. Voilà. Et donc ces deux éruptions-là, eh bien, ont lancé évidemment des EMC dans l'espace, donc des éjections de masse coronale, éjections qui étaient dirigées plus ou moins vers la Terre et qui ont donné quelques belles aurores polaires, de quoi eh bien, gâter nos amis qui peut-être pour certains nous écoutent au pôle. C'est ça. Voilà, donc pour ce qui était de l'activité du Soleil, qui a été quand même assez fort au mois de mars. Maintenant, nous allons passer donc à la visibilité des corps principaux du système solaire. Et donc, nous allons commencer par la Lune. Le 1er avril, donc à 6h24, c'est la nouvelle Lune. Le 7 à 19h11, la Lune est à l'apogée. Le 9 à 6h48, c'est le premier quartier de la Lune qui est visible. Le 16 à 18h55, c'est la pleine Lune. Le 19 à 15h16, la Lune est au périgée. Le 23 à 11h56, c'est le dernier quartier de la Lune qui sera visible. Et enfin, le 30 à 20h28, c'est la nouvelle Lune. Mercure, donc la planète Mercure, elle sera inobservable au début du mois. Elle sera difficilement visible au coucher du soleil à la mi-avril. Et vers la fin du mois, elle sera visible au crépuscule. Pour ce qui est de la planète Vénus, eh bien, on pourra la voir en toute fin de nuit.
Mars, elle sera observable en fin de nuit. La planète naine Cérès, on pourra l'observer en début de nuit. L'astéroïde Pallas sera malheureusement inobservable tout le mois d'avril. L'astéroïde Junon, on pourra l'observer en fin de nuit au début du mois. Et à la fin du mois, on pourra l'observer en seconde moitié de nuit. L'astéroïde Vesta, on pourra l'observer durant ce mois d'avril en seconde partie de nuit. La planète Jupiter, elle sera observable à l'aube au début du mois et on pourra l'observer en fin de nuit à la fin du mois. Saturne, quant à elle, on pourra l'observer en fin de nuit au début du mois et à la fin du mois, elle sera observable en seconde partie de nuit. Uranus, on pourra l'observer donc au début du mois, en tout début de soirée, et vers le milieu du mois, elle deviendra inobservable. La planète Neptune, elle sera inobservable au début du mois, et à la fin du mois, on pourra l'observer en fin de nuit. Et enfin, la planète naine Pluton, elle sera observable durant ce mois d'avril, durant toute la seconde partie de nuit. Donc voilà que se termine déjà cette émission sur les éphémérides du mois d'avril 2022. On espère que ces éphémérides vous ont plu et que vous avez pu apprendre des choses. En tout cas, n'hésitez pas à laisser des commentaires, à laisser un pouce et j'aime. Et nous vous donnons rendez-vous donc le mois prochain pour les éphémérides du mois de mai 2022. Et donc d'ici là, on vous souhaite de bonnes observations à tous et à toutes.